Ce programme vous est offert par Illico Cash. Vivre en prison à RDC, ce n'est pas que se priver de liberté, mais plus des bonnes conditions de vie. À la prison centrale de Makala, hommes et femmes vivent dans des conditions inhumaines. Le ministre d'État à la Justice est descendu sur le terrain pour faire le constat. Alors qu'ils se sont inscrits sur le chemin de l'école, les finalistes de l'Exita dans le village Remeke à Massissi, une bombe a été larguée causant des victimes. 34, tous des élèves. Ce crime odieux porte la signature des rebelles M23. Le plaisir est de vous informer. Bienvenue sur Télé 50. Encore des morts au Nord Kivu, précisément dans le village Remeke Massissi, alors que les finalistes passaient les épreuves de l'examen d'État. Des rebelles du M23, avec leurs supplétifs rwandais, ont largué une bombe dans une école, causant des victimes. 34, tous des élèves. Nous avons joint Mukanda Moussa, notable du territoire de Massissi. Bonsoir, Monsieur Mukanda, vous êtes notable. Dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé sur place. La rébellion du M23 prit pour cible les enfants qui devaient se présenter à l'examen d'État dans la localité de Remeka. C'est dans le groupement de Massissi. C'est du côté de Baoundé. Nous allons porter à la connaissance du Congo et du monde que les enfants étaient dans leur session de 2023-2024. Lors de cette dernière journée de l'examen d'État, la rébellion a ciblé les centres à partir des montagnes contrôlées par les M23. Alors les enfants ont été leurs premières victimes. Alors les bilans provisoires portent à savoir que 34 élèves sont tombés, mais nous demandons à l'UNICEF, la province du Nord Kivu, le gouvernement militaire du Nord Kivu, puisse se tenter de s'en occuper et multiplier la force dans ces secteurs. Et nous demandons que de telles exactions, voilà des situations que la CPI doit prendre à bras-le-corps. Ici, sur le sol de Rutshuru, dans le Massissi profond, on est en train de remarquer plusieurs décès. Tout ce que nous avons à faire, c'est de transmettre nos condoléances à toutes les familles éprouvées, mais aussi l'UNICEF qui cesse de porter sa main sur cette situation, et même les efforts du gouvernement congolais. Mais nous lançons un appel pathétique à ce que l'armée congolaise puisse décourager ces exactions des Rwandais sur les sols congolais. Judith Suminwa-Tuluka a fini ce jeudi sa mission dans le Grand Kivu avant de regagner Kinshasa. La chef du gouvernement est allée rencontrer et rassurer les nombreux déplacés de guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Une assistance du gouvernement composée des vivres et produits pharmaceutiques a été remise au gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami plutôt, pour la distribution. Avant de boucler sa mission dans les Grands Kivu et se trouvant à Goma, la première ministre a remis de manière symbolique au gouverneur militaire du Nord Kivu l'assistance du gouvernement central aux déplacés de la guerre d'agression imposée injustement à la République démocratique du Congo par les Rwandais, et c'est en présence de la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Aziza Monana, et d'autres membres du gouvernement. C'est ensuite rendu au camp des déplacés de Mungunga pour réconforter et rassurer ces hommes, femmes et enfants victimes de la barbarie du M23, de la détermination du gouvernement qu'elle dirige à en finir avec cette guerre qui a trop perduré. Je suis venu ici pour être avec vous aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas les seuls. Je sais qu'il y a plusieurs autres déplacés qui se retrouvent ici à Goma, mais aussi dans d'autres territoires du Nord Kivu. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter des histoires. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que je vais faire un miracle demain. Le miracle, c'est le Seigneur, c'est Dieu notre Père qui va le faire. Il n'y a pas de recette miracle, a dit la chef du gouvernement, tant, mais tout sera mis en œuvre
pour que cessent une fois pour toutes ces souffrances des compatriotes du Grand Kivu. La première ministre s'est ensuite rendue au cimetière Génocoste, en territoire de Nyiragongo, pour s'incliner sur les victimes des agressions rwandaises. Mais bien avant, le malade et les blessés internés à l'hôpital militaire de Katindo ont été aussi visités et une assistance du gouvernement composée des vivres et des médicaments a été remise pour soulager la misère de ceux qui payent la facture de ceux qu'ils n'ont jamais consommé. Comment vivent les prisonniers? Constant Mutamba, ministre d'État à la Justice, s'est rendu à la prison centrale de Makala. Les conditions de vie et de détention, le numéro 1 de la justice a échangé avec les prisonniers, un geste qui les a réconfortés. Parmi les dossiers trouvés sur la table lors de la remise reprise, c'est entre autres la construction d'une prison pour femmes. Le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, la plus grande prison de la capitale, ne répond pas aux normes pour héberger ces incarcérés. Et la descente ce mercredi à Makala traduit le souci de Constant Mutamba, alors ministre d'État à la Justice, pour palper du doigt cette réalité. La visite commence par le pavillon des femmes. Le constat est amer, comme le témoigne cette détenue. Premièrement, Toto Senga, désengorgement et à prison. Quand un dengue va détenu va évoquer, le magistrat va donner la moussala bien. Prison est au moins pour la 1500 détenus. Les lots total a plus de 15 000 détenus. Chez les femmes comme chez les messieurs, l'application de la justice pose problème. Le 23 8e mois 2020, nazali condamné à 5 ans. Naïba n'est pas aumônier à catholique Papa Noël. Mais si le jugement n'a signé convention de Papa Nakarabu, nazokende wapi. Constant Mutamba ne s'arrête pas là, il visite également la cuisine, mais aussi le centre hospitalier où sont pris en charge les prisonniers malades. De ce tour d'horizon, Constant Mutamba s'exprime. Plus rien ne sera comme avant. Nelly, parmi les ministres de Liboso, nommé, na bandi visite na prison ya. Les conditions de vie ne sont pas au standard voulu. Incarcéré, oui, mais dans les bonnes conditions. Cette visite va certes accélérer la démarche de la construction des nouveaux bâtiments pour les prisonniers. Et dans le but d'insuffler un vent nouveau dans son secteur d'activité, le nouveau ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwama Nametou, a initié une série de rencontres de prise de contact et d'orientation du travail avec les responsables des établissements et autres structures placées sous sa tutelle. Grâce à Lambossine, ce reportage. Le nouveau patron de l'emploi en RDC, Ephraim Akwakwa, a lancé cette série d'échanges mercredi 26 juin en son cabinet de travail situé au 8e niveau de l'immeuble du gouvernement avec la délégation de l'administration du secrétariat général à l'emploi et au travail, conduit par le secrétaire général Donna Bangula, accompagné des responsables des différentes directions. Et il a commencé par l'administration de l'emploi et du travail pour donner des orientations de travail et des orientations pour telles que édictées par le gouvernement. Il nous a appelés au travail, à l'assiduité, mais aussi à lui transmettre rapidement les états des lieux de nos services, avec des pistes de solutions. Les agents et cadres de l'inspection générale du travail, conduits par l'inspecteur général Jean-Paul Mboma, ont également échangé avec le ministre des tutelles. Le ministre nous a invités pour une réunion de prise de contact. Il s'agissait de connaître l'état des lieux de l'inspection, l'organisation et le fonctionnement, et de recevoir de sa part les grandes orientations selon la vision du gouvernement. Cette série d'audiences va se poursuivre au cours de la semaine avec d'autres structures et partenaires sociaux du monde du travail.
Les élus de la province du Tanganyika veulent voir le secteur minier contribuer au développement de leur province au bénéfice de la population. Voilà qui justifie les échanges qu'ils ont eus ce jeudi avec le directeur général de la Cominière SA, Célestin Kibéa. Soucieux du bien-être des populations de leur province et du développement de celle-ci, le caucus des élus du Tanganyika a été voir le directeur général de la Congolaise de l'exploitation minière en sigle Cominière SA, Célestin Kibéa, ce jeudi 27 juin 2024. À en croire son président, le député national John Banzalunda, qui a fait la restitution de cette importante réunion, les discussions ont porté sur les intérêts économiques de la province du Tanganyika. Nous sommes venus au nom de tous les collègues députés nationaux élus du Tanganyika, les 14 députés, et au nom de la population qui nous a mandatés ici à Kinshasa, échanger avec le directeur général de la Cominière sur les intérêts économiques de la province et les intérêts sociaux de la population. Il y avait des questions précises. La première, c'était de savoir l'état des lieux de la Cominière. Il nous a fait les points sur le nouveau partenariat et les deux autres partenariats en cours des discussions. Et la deuxième question, c'était autour de fameux 70 millions de dollars. Il nous a expliqué tous ces dossiers-là en profondeur. Et donc il s'agit là des fonds destinés à l'aide humanitaire. Nous voulons voir le Tanganyika jouer son rôle au sein de la communauté nationale, donc le rôle de leader. Ont pris part à cette rencontre le directeur général de la Cominière, son adjoint, ainsi que le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, également un des 14 élus du Tanganyika. Cette réunion s'est clôturée sous une note d'optimisme. Les élus du Tanganyika promettent de poursuivre ces échanges dans un futur proche avec le patron de la Cominière pour l'intérêt de leur province. Ce jeudi s'est tenu le dernier conseil des ministres provinciaux du Olomami du gouvernement sortant Yumba Isabelle dans la salle de réunion habituelle. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été soulevés, notamment les questions liées aux infrastructures, la vie sociale également. Et c'est le gouverneur à l'intérim Martin Loïka qui a présidé cette réunion. Le patron de la province intérimaire a insisté sur les préparatifs et qu'une date précise sera communiquée incessamment et le lieu du lancement, bien sûr, soit à Ngouba, soit ici à Kamina. Le préparatif de l'accueil du gouverneur nouvellement élu et son vice-gouverneur, respectivement l'honorable Banzamoulo Marmo et l'honorable Rosen Goy Wakadilo, l'autorité provinciale a demandé à la commission de faire l'économie de l'évolution des préparatifs et après certaines orientations ont été données pour cet amendement, la date de son arrivée sera communiquée incessamment donc dans les heures qui suivent pour que toute la population lui réserve un accueil très chaleureux de l'aéroport jusqu'à l'endroit de la remise et reprise bien sûr des gouvernorats. L'autorité provinciale AI a demandé à l'équipe sortante de rester dans l'unité, dans l'amour et aussi apporter un soutien indéfectible et inconditionnel au nouveau gouverneur et son vice-gouverneur ainsi qu'à sa prochaine équipe gouvernementale. Débuté à 11h, le conseil a pris fin à 12h40. Et dans le Congo central, le nouveau gouverneur Grace Bilolo est entré en fonction ce jeudi à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise en l'absence de son prédécesseur. Une prise de fonction qui intervient au lendemain de son retour triomphal en province. Et parmi les partis politiques qui ont fortement mobilisé figure la FDC de Bahati Lukwebo. Focus sur cet accueil populaire dans ce commentaire de Gaëtan Koubaborandi.
En camion, sur des pick-up et à moto, c'est une marée humaine qui s'est rassemblée même jusque très tard à la tombée de la nuit pour accueillir le tout jeune gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Une mobilisation tous azimuts réalisée par la FDC de Bahati Lukwebo que dirige dans le Congo central l'ingénieur Cédric Bouanga. Après plusieurs rebondissements à la suite de son élection, Grace Bilolo, qui a été confirmé par la plus haute cour, est de retour pour entamer les travaux de reconstruction de la province, mais ceux-ci se feront avec tout le monde, dit le président fédéral de la FDC. Il appelle les fils et filles de la province du Congo central d'être réunis, de regarder dans le même sens, d'oublier le clivage politique, nos guerres inutiles. La province a tardé sur le plan de développement, parce que nous étions en train de nous battre, cherchant des positionnements politiques. Nous passons plus le temps, les fils et filles du Congo central puissent parler un même langage. Les Kassangoudo à Mwanda, en passant par Kikondi jusqu'en Sioni, en passant par Kimvula et Luosi, nous pensons que nous pouvons ensemble travailler, comme disent les Anglais, together, pour que nous puissions développer cette province qui est havre de paix, province chère à Mutakasafubu, à Fumukimbangu, à Kakanebo, dans Semi. Durant toute son itinérance, c'est-à-dire de Kassangoulou, Kisantou, Mbanzangungu, Lukala, Kimpese et Matadi, les drapeaux de la FDC ont flotté, façon de souhaiter un fructueux mandat au nouveau gouverneur. Il a fallu près de 9 heures de route au nouveau gouverneur pour atteindre le chef-lieu du Congo central, tant son cortège s'arrêtait à chaque territoire pour saluer et remercier des foules en liesse placées le long des routes. Kobil SA a inauguré hier mercredi une centrale solaire à la station de Molende en présence du ministre du Portefeuille, son président du conseil d'administration Jean-Thierry Mosenepo et d'autres dignitaires. Un aboutissement positif dans le partenariat de Kobil SA et l'ambassade des États-Unis d'Amérique via l'entreprise AEG. Les détails avec Benjamin Moudiata. C'est une étape importante que franchit Kobil SA dans son engagement en faveur de l'environnement en inaugurant cette centrale solaire à la station de Molende dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa en présence du ministre de Portefeuille Jean-Lucien Boussa, le président du conseil d'administration de Kobil SA Jean-Thierry Mosenepo et d'autres dignitaires. Placide Mutabunga, directeur général de Kobil SA. En ce qui concerne la station Molende où se déroule en ce moment la présente cérémonie, essayez de vous informer qu'une partie des équipements qui y sont installés sont des dons du gouvernement des États-Unis d'Amérique au gouvernement de la République démocratique du Congo à travers la société Kobil. Dans son speech, le ministre de Portefeuille n'a pas manqué à féliciter Jean-Thierry Mosenepo pour son dynamisme, même mot lors de la coupure du ruban symbolique. Je voudrais, par ces fêtes, renouveler mes félicitations à l'endroit du management de Kobil SA. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement américain pour avoir permis de lancer un modèle de station qui se servent de l'énergie photovoltaïque. Une visite guidée a été effectuée aux installations électriques photovoltaïques, après quoi Jean-Thierry Mosenepo, PCA de Kobil SA, se livrait à la presse. Énergie propre cette fois-ci pour cette station Molende qui est une station pilote qui a porté aujourd'hui sous l'œil vigilant du ministre du Portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa, la possibilité à ce que nous puissions désormais travailler avec l'énergie solaire en remplacement des groupes électrogènes que nos stations utilisaient. Signalons que pour cette nouvelle pôle d'énergie, il s'agit d'une centrale d'énergie photovoltaïque de 25 kW crête. Et pour que son chef-lieu soit digne d'une province qui préfère, les travaux de construction d'infrastructures s'intensifient en ce début de deuxième mandat du gouverneur Kiaboula. Parmi les chantiers, les avenues Biaï prolongées et Kapassa prolongées sont remises à neuf, tandis que l'immeuble qui abritera le Parlement local est en finition. Il sera inauguré d'ici peu par le chef de l'État. Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, est en train de faire peau neuve grâce aux travaux de réfection et de construction de plusieurs de ses routes par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Les avenues Biaï prolongées et Kassapa prolongées en font partie. L'avenue Biaï, dans sa prolongation longue de 6 km, a déjà reçu ses couches de fondation et de bases. Une partie a déjà même été bitumée. Sa canalisation est fin prête.
Même constat sur la route Kassapa prolongée qui va déboucher sur la route des poids lourds. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe tient à doter la province des routes durables et de relier les quartiers périphériques au centre-ville. Cette politique fait le bonheur des habitants car pour certains, ces travaux viennent mettre fin au calvaire vécu en période de pluie avec des inondations à répétition par manque de canalisation. Nous avons accueilli vraiment cet asphaltage de l'avenue Biaï prolongée avec un grand plaisir, nous en tant qu'usagers de cette route, parce que nous en avons vraiment tant souffert depuis plus de 5 à 6 années déjà. Alors que les travaux de réhabilitation et de construction se poursuivent sur certaines artères, sur d'autres encore, tout est déjà terminé à la grande satisfaction des usagers car ces tronçons permettent d'éviter les bouchons sur les axes principaux. C'est notamment la boucle Kapele, Lubiaï et Muyambo au quartier Gambela 2 ainsi que les avenues Kassangoulou et Mpolo dans la commune de Lubumbashi. Mais actuellement, tout va bien. Par ailleurs, le chantier de l'immeuble de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est aussi en majeure partie terminé. Ces bâtisses modernes, sorties des terres et qui seront inaugurées dans plus ou moins 2 mois par le chef de l'État, confèrent un statut en plus à la ville de Lubumbashi. Et dans une déclaration conjointe, les organisations de défense des droits des femmes et jeunes filles partenaires du centre Carter réunis au village Vénus ont noté des avancées significatives en matière de représentativité de la femme dans les instances de prise de décision. C'était dans le cadre du programme Voix et Leadership de femmes financé par les Affaires mondiales Canada. Elle rend hommage au président de la République, champion de la masculinité positive, pour ses avancées significatives en faveur des femmes, notamment la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, ainsi que plus de 30% des femmes au sein du gouvernement, une première dans l'histoire de la RDC. Consciente du rôle crucial joué par le gouvernement congolais et les autorités politico-administratives et coutumières des 6 provinces d'intervention du programme Voix et Leadership des femmes, à savoir Chopo, Équateur, Kasai central, Tanganyika, Sud Kivu et la ville province de Kinshasa. En effet, leur appropriation, implication et collaboration ont été très déterminantes dans l'atteinte significative des résultats escomptés dans le cadre du programme. Malgré les avancées significatives, ces organisations de défense des droits des femmes et des jeunes filles notent plusieurs défis qui restent à relever et formulent des recommandations. Notamment, la persistance de normes sociales avilissantes à l'égard de la femme et la jeune fille, la faible représentativité de la femme aux instances de prise de décision, la persistance des violences sexuelles et celles basées sur le genre, le faible pouvoir économique de la femme, de ceux qui précèdent, recommandant ceux qui suivent, au gouvernement central de poursuivre les efforts de stabilisation de l'Est du pays où les femmes sont victimes des atrocités des groupes armés, d'impliquer davantage les femmes dans les efforts de recherche de la paix. Au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de faciliter l'obtention de la personnalité juridique aux organisations féminines en allégeant les conditions mises en place. Aux nouveaux gouverneurs élus, de former des gouvernements provinciaux paritaires et inclusifs. Ces assises ont eu lieu dans le cadre du programme Voix et Leadership des femmes financé par les Affaires mondiales Canada. Et soucieux de booster la production dans l'Office congolais de contrôle, le directeur général Étienne Chimanga a remis un lot des véhicules Hilux 4x4 aux agents et cadres de son office. La remise de ces véhicules intervient après celle effectuée le jeudi dernier. C'est en présence de plusieurs hauts cadres de l'ECC que cette cérémonie a eu lieu. Après les premiers lots des véhicules qui a été réceptionné le jeudi dernier, l'Office a enregistré ce mercredi un autre lot de véhicules. Dans son mot introductif, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimanga Mutombo, a rappelé que ce sont les œuvres qui parleront à sa place.
Après l'assainissement du milieu du travail, la construction et la modernisation des infrastructures, le numéro 1 de l'OCC, soucié d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'office et surtout de booster la production, a donc remis officiellement des véhicules Ulux 4x4 et des Land Cruiser au département hydrocarbures, normalisation, métrologique, environnement, la délégation syndicale, les relations publiques et l'agence des Chikapa. Le DG Etienne Chimanga a profité de l'occasion pour interpeller les travailleurs à gérer cet outil de travail en bon père des familles. Je vous avais promis que nous devons travailler pour améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, le bâtiment de Lafayette, là où habitait le conseil d'administration et quelques départements, a été vendu. Aujourd'hui, les agents de certains départements qui travaillaient là-bas se retrouvent déjà à l'immeuble de cinquantenaire. On est en train de voir comment améliorer les conditions de travail des agents petit à petit. Si vous aviez été capable de donner le repas dans les conditions inacceptables, et aujourd'hui, on vient de mettre à votre disposition quelque chose, ce que nous pouvons vous demander, c'est de pouvoir booster la production. C'était en présence de plusieurs hauts cadres de l'office que cette cérémonie a eu lieu, notamment Christelle Mwabilou, directeur général adjoint, Monsieur Chirunza, président de la délégation syndicale nationale, Monsieur Mfumu, chef du département logistique, ainsi que quelques membres du cabinet de la direction générale. 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le vétéran club Arsène de la ville de Goma est attendu à Dar es Salaam en Tanzanie dans les heures qui suivent. C'est pour prendre part sur place à un mini tournoi de football organisé en marge de ce grand événement historique que la RDC va célébrer ce 30 juin. Avant de quitter la ville de Goma, un déjeuner a été organisé jeudi à l'hôtel UC en honneur de ces joueurs de VC Arsène, le seul représentant congolais à cette compétition. C'est une forte délégation d'une quarantaine de personnes du VC Arsène qui s'est d'abord retrouvée autour de la piscine de l'hôtel IUC à Goma. Objectif, partager un déjeuner ensemble et rehausser le moral de ces athlètes qui vont à Dar es Salaam représenter la RDC à un mini tournoi de football qui se tiendra en Tanzanie à marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, précise Fiston Mopipi, avocat conseil de ce club que dirige Serge Balezi Kitumaini. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes très mobilisés parce que nous comptons nous rendre en Tanzanie, plus précisément dans la ville de Dar es Salaam. C'est pour livrer un match amical parce que cela coïncide avec le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le VC Arsène, qui est le seul club congolais, a fait le tour de la RDC, notamment la capitale congolaise Kinshasa, va en Tanzanie avec un moral tout haut afin d'honorer tous les pays. Comme vous pouvez le remarquer encore, notre moral est au zénith. Toute l'équipe est là, bien au complète. La population de Goma, nous leur demandons de nous soutenir à distance, car nous comptons retourner ici avec la victoire. Pour non seulement honorer notre président, le PDG Serge Balezi, mais aussi pour honorer notre province ainsi que notre pays. Juste après le partage de ces déjeuners, le VC Arsène a pris la direction de la Tanzanie où il va livrer son premier match, c'est 30 jours contre Savri Veteran Sport Club de la Tanzanie. Allez, venons, on rappelle les principaux titres. Vivre en prison en RDC, ce n'est pas que se priver de liberté, mais plus de bonnes conditions de vie. À la prison centrale de Makala, hommes et femmes vivent dans des conditions inhumaines. Le ministre d'État à la Justice est descendu sur terrain pour faire le constat. Alors qu'ils se sont inscrits sur le chemin de l'école, les finalistes de l'Exeta dans le village Remeka à Massissi, une bombe a été larguée causant des victimes, 34, tous des élèves. Ce crime odieux porte la signature des rebelles M23. Ce journal est ainsi terminé. Merci de votre fidélité et surtout de votre attention soutenue à Télé 50. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.